Bien, bonjour à tous. Nous allons enchaîner avec la table ronde, plutôt l'interview dédiée à l'intelligence artificielle. Bienvenue donc sur cet espace des CHU pour 30 minutes dédiées à l'intelligence artificielle. Depuis une dizaine d'années, l'IA fait l'objet d'un regain d'intérêt sur le plan scientifique, mais aussi politique et médiatique. Il y a quelques mois, les Français et le monde en général découvraient ChatGPT, cet outil d'intelligence artificielle conversationnelle. Et puisque l'on se focalise aujourd'hui sur la santé, l'idée que l'IA soit en passe de changer la donne semble déjà être une idée assez convenue. Connaissance des maladies, aide au diagnostic, dépistage, prise en charge des patients, prédiction de l'efficacité des traitements ou encore le suivi des épidémies. Bref, l'IA est promise partout et en même temps, il est parfois un petit peu difficile de saisir ce que tout cela, si on n'est pas expert, implique. Alors ça tombe bien, aujourd'hui un expert, on en a un avec nous. Je suis accompagné de Vincent Vuiblet, professeur de médecine au CHU de Reims, directeur de l'Institut d'intelligence artificielle en santé Reims-Champagne-Ardenne depuis 2020 et coordinateur médical du réseau Paysage. Merci beaucoup de vous prêter au jeu de l'interview. Alors professeur, c'est vrai qu'on a la conviction intime qu'il se passe quelque chose en ce moment, même si on n'arrive pas toujours à saisir quoi. Certains voient dans l'IA une révolution au moins aussi importante que ce que fut Internet il y a plusieurs années, plusieurs décennies. Avant de rentrer peut-être dans le sujet de la santé et de l'innovation médicale, comment vous vivez ce moment? Comment vous le percevez? Quel regard vous portez là-dessus? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, terme qui d'ailleurs regroupe beaucoup de technologies qui sont bien souvent pas comprises et souvent galvaudées, et donc ça recouvre une agitation médiatique et qui n'est pas toujours à la hauteur de l'évolution, mais en tout cas qui soulève des défis importants pour notre société. Il y a une prise de conscience qui est très clairement liée à l'avènement de ChatGPT, qui concrétise et qui permet à un certain nombre d'usagers de tester la capacité de l'IA. Et ça suscite à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'espoir sur du développement, mais aussi ça génère un certain nombre d'inquiétudes, de méfiances, qui sont les méfiances relatives au progrès, mais aussi à un certain nombre de sujets qui nous touchent particulièrement en santé, les données, la vie privée, le respect de la vie privée. Et donc ça, c'est des éléments sur lesquels la responsabilité populationnelle doit être extrêmement importante et prioritaire dans le développement de l'IA au sens large et pas que en santé. On va essayer d'y revenir tout à l'heure. Alors j'ai employé le mot de révolution. Est-ce que l'IA va devenir un peu l'alpha et l'oméga de l'innovation médicale et de la santé de demain? Alors l'alpha et l'oméga, non, je ne crois pas. Je pense qu'on aura toujours la nécessité absolue de mener une recherche qui soit très active dans d'autres domaines que dans l'intelligence artificielle. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle se mêlera de tous ces sujets, y compris dans de la recherche, de développement de thérapeutiques, de développement de technologies. C'est vrai que l'IA va être présente, omniprésente, comme le numérique l'est déjà dans nos établissements depuis un certain nombre d'années déjà. Et bien l'intelligence artificielle va de plus en plus grignoter sa position, son omniprésence. Et ça constitue un vrai enjeu puisque plus ces outils algorithmiques seront présents et plus cela nous impose de les maîtriser et de les comprendre. Justement, on va revenir sur les sujets d'innovation médicale. Quelles sont les spécialités médicales aujourd'hui les plus actives dans le recours à l'IA et dans le développement de l'IA? Alors aujourd'hui, l'activité elle est assez ubiquitaire dans le domaine de la santé, mais s'il y avait à retenir un domaine où l'IA est très performante et très appliquée, c'est sans doute l'imagerie. Sans doute aussi parce que ce secteur de l'imagerie s'est emparé de l'IA il y a déjà bien longtemps. Ça a été sans doute des précurseurs sur ce sujet. Aujourd'hui, en revanche, les développements se font vraiment dans tous les secteurs, que ce soit d'ailleurs dans le diagnostic, dans la prise de décision de stratégie thérapeutique ou même dans la mobilisation du système de santé. Donc très concrètement, l'IA aide aujourd'hui à soigner des malades dans les hôpitaux? Alors je ne sais pas si, oui, elle aide à soigner des malades dans les hôpitaux, voilà, des outils qui vont permettre d'aider au diagnostic, d'interprétation d'imagerie. Très clairement, aujourd'hui, ils sont déployés dans un grand nombre d'établissements et ça permet d'améliorer, en tout cas d'apporter une solution supplémentaire à la prise en charge des patients. Alors j'aimerais maintenant qu'on oriente un petit peu la problématique sur les enjeux dans le soin vers les professionnels de santé, notamment les soignants hospitaliers. Et c'est marrant, en préparant cet entretien, j'ai reçu sur mon Instagram une pub d'une application qui s'appelle TonyCap. Je ne sais pas si je peux faire la pub de l'application, mais qui me proposait un ChatGPT pour les médecins.
et qui me garantissait une simplification de la pratique médicale avec l'aide d'un assistant virtuel intelligent. Est-ce que l'IA amène forcément à repenser la place des médecins dans les prochaines années? En tout cas, l'IA implique... Ou est-ce que c'est un fantasme, ça aussi? Alors le fantasme est celui que l'IA remplacera la pratique médicale ou la pratique des professionnels de santé. Ça, c'est une évidence que les professionnels de santé garderont une place prioritaire pour plein de raisons, en particulier pour l'importance de la relation humaine qui est au centre de notre activité. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'IA va transformer la façon dont on exerce notre profession aujourd'hui, comme la radiologie a pu le faire en son temps, comme la génétique a pu le faire, et sans doute de manière beaucoup plus profonde et touchant beaucoup plus de professions de santé, l'IA va avoir un impact sur lequel il faudra qu'on s'adapte et qu'on sache évoluer pour prendre en main ces outils en gardant la maîtrise et la compétence. Donc vous parlez d'outils et non pas de remplaçants. Est-ce que cependant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que sur le diagnostic notamment, est-ce que l'IA est capable de faire aussi bien, voire mieux qu'un médecin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des études qui montrent ça? C'est une question piège, ça. Non, je ne sais pas, non. Aussi bien, oui, en tout cas, les IA sont entraînées avec un niveau de performance qui n'atteint pas 100%, donc on ne peut pas réellement dire que ça fait aussi bien, mais on a quand même un niveau de précision des modèles aujourd'hui, notamment pour l'imagerie, qui approche les 95%, et donc c'est sans doute pas aussi bien qu'un panel d'experts, mais ça permet d'approcher une forme d'excellence qui est quand même très intéressante. Je pense que c'est un outil qui vient en complément de l'expertise médicale, qui vient appuyer, peut-être parfois faire gagner du temps, discriminer des éléments normaux d'éléments anormaux. Et donc, ça apporte un élément supplémentaire, mais je ne crois pas qu'on puisse comparer l'IA en disant que ça fait aussi bien que et je me permets de rajouter un élément assez simple, hein, c'est que pour que l'IA fonctionne, toute algorithmie, il faut qu'on lui apporte du biscuit d'entrée, il faut qu'on lui apporte des éléments d'entrée, des constatations, des résultats, des données d'entrée. Et en fait, la performance d'un algorithme d'IA, dans son développement comme dans son exécution, eh bien ça s'appuie sur la qualité des données d'entrée. Et une partie de ces données, c'est dans l'expertise des professionnels de santé, dans l'analyse du malade, dans la discussion qu'on a avec le malade. Et quand je dis professionnels de santé, je ne parle pas que des médecins, je parle aussi des soignants, des infirmières, des aides-soignantes, qui, bien dans leur façon de prendre en charge les malades, vont apporter une donnée qui est cette donnée essentielle. D'accord. Avant de peut-être de revenir à une notion qui est l'éthique, on va en parler. J'aimerais juste aborder, et ça fait le point avec ce que vous venez de dire, sur la question de la responsabilité. Comment voilà, cette notion se place par rapport à l'intelligence artificielle et cette place du médecin qu'on évoquait jusqu'à présent. Alors ça, c'est vraiment une question qui est une question éthique. C'est quid de la responsabilité dès lors qu'on s'appuie sur un algorithme qui a fortiori aujourd'hui, en tout cas dans un certain nombre de cas, est un algorithme dont on ne maîtrise ni le fonctionnement ni le développement. Et donc lorsqu'on s'appuie dans son diagnostic sur un outil et éventuellement est-ce qu'on délègue sa décision à cet outil, quelle est la responsabilité? Est-ce que ça reste la responsabilité du médecin qui porte le diagnostic? Est-ce que c'est la responsabilité de l'éditeur ou du développeur qui fournit l'algorithme? De l'industriel qui a fabriqué l'IA? Voilà, ou de l'institution qui finance cet algorithme. Là, aujourd'hui, c'est une question qui n'est pas tranchée. On n'a pas de réponse. Aujourd'hui, on n'a pas cette réponse-là. C'est une vraie question qui est aujourd'hui en grande discussion. Très bien. Donc, de manière générale, on a le sentiment tout de même que l'IA s'apprête à bousculer un petit peu les pratiques, avec d'un côté l'idée peut-être d'une autonomisation d'un certain nombre de tâches qui vont peut-être faire aussi gagner du temps. Et de l'autre, il y a cette crainte aussi d'une sorte de déshumanisation et que l'IA prenne un peu trop de place. J'aimerais voir avec vous les conséquences que ça peut avoir sur certains métiers. Est-ce qu'il y a des métiers qui vont être réellement impactés à l'hôpital, par exemple, par l'intelligence artificielle, dans leur pratique? Je pense que tous les métiers vont être impactés, mais en revanche, la déshumanisation, elle se produira pas. Puisque on interfacera très peu les patients avec de l'IA, l'interface restera une interface humaine. Ce qui permettra de modifier profondément l'ensemble des fonctions hospitalières, que ce soit d'ailleurs dans l'espace du soin, mais aussi médico-technique ou administratif, c'est la présence d'outils qui vont permettre d'autonomiser des tâches, d'améliorer des prises de décision et en ça faire gagner du temps et peut-être de recentrer du temps soignant auprès du malade. Et en ça, là, il y a un vrai bénéfice à apporter. Et est-ce que ces métiers ou l'hôpital en général sont prêts à cette révolution?
Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à une généralisation de l'IA dans les pratiques et dans les structures? Alors je pense qu'on n'est jamais réellement prêt à vivre une révolution, d'autant plus quand elle va très très vite et qu'elle s'impose à nous. Et ça implique une responsabilité des établissements de santé et des CHU en particulier, c'est de se porter en leader du développement de l'IA, puisque on n'est jamais mieux préparé à l'avènement du nouvel outil, d'une nouvelle organisation qui s'appuie sur de nouveaux outils, que lorsqu'on est aux manettes, à la manœuvre dans le développement. Et ça, c'est une exigence. Puisque tout à l'heure, vous parliez de déshumanisation, moi, le principal risque que je vois de l'IA en santé et ailleurs, c'est une forme d'aliénation à ces outils-là. On le voit d'ailleurs, hein, c'est assez prégnant avec ChatGPT. La première phase, c'est qu'on trouve ça génial. La deuxième phase, c'est qu'on s'en sert pour améliorer notre façon de faire. La troisième phase, c'est qu'on se dise, il fait très bien, il va faire à ma place. Et la quatrième phase qui arrive, c'est que je ne sais plus faire, il n'y a plus que lui qui sait faire. Et donc ça, il faut veiller à ce que cette expertise, elle demeure dans nos mains. Et pour qu'elle demeure dans nos mains, il faut qu'on soit dans le leadership du développement de ces algorithmes d'IA en santé. Très bien, donc là vous faites un peu le parallèle, on pourrait faire le parallèle avec aujourd'hui les GPS qui ont remplacé les cartes. Est-ce qu'on sait encore aujourd'hui lire des cartes? C'est ça, il faut que ça reste un outil, c'est ce que vous nous dites. C'est ça, oui. Est-ce qu'au niveau des établissements, ça demande aussi beaucoup d'investissement, de matériel, en infrastructure, de formation des étudiants? Et je voudrais juste qu'on s'arrête là-dessus. Est-ce que sur la formation des pros et des futurs pros, où on en est? Est-ce que c'est intégré dans les cursus maintenant de formation ou est-ce que c'est encore insuffisant? Alors oui, là, à partir de 2024, il y a un référentiel du numérique en santé qui impose une formation sur 5 modules des professionnels de santé, que ce soit en médecine, en maïeutique, en pharmacie ou en kinésithérapie ou infirmière, qui impose la formation à un certain nombre d'éléments importants dans le numérique. Ça va des données de santé à la cybersécurité, à l'utilisation d'outils de télésanté. Et ça, c'est vraiment crucial. Donc, c'est la puissance publique qui a mis ça en place. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'appels à projets compétences métiers à venir dont un certain nombre de nos universités sont lauréates pour permettre d'accompagner cette formation. Cette formation, elle intervient à la fois en formation initiale pour les jeunes futurs professionnels. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle intervient aussi en formation continue. Puisque y a tout le pool de professionnels qui sont actuellement en place et certaines générations ne sont pas tout à fait acculturées ou sensibilisées à ces sujets-là et il faut qu'on puisse le mener. Et puis un troisième axe de cette formation, c'est la formation de la population. Puisque aujourd'hui en France, il y a plusieurs millions de personnes, une dizaine de millions de personnes qui sont en situation de fracture numérique. Tout à fait. Et donc c'est très intéressant de développer des outils d'IA, des outils numériques. Mais si on marginalise une partie de la population qui n'y a pas accès, on ne remplit pas le contrat. Et ça fracture. Et donc cette formation, elle doit aussi porter sur la sensibilisation de la population pour leur permettre de raccrocher les wagons et d'avoir accès à ces outils d'IA et donc ces outils de santé. Très bien. On a parlé des professionnels de santé, j'aimerais juste qu'on s'arrête un petit peu sur la question du patient, et ça nous rejoint un petit peu la question de l'éthique dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que le patient, à l'avenir, devra-t-il consentir à l'utilisation de l'IA dans un protocole de soins, par exemple? C'est une question pertinente, je ne me la suis pas posée. Ce qui est sûr, c'est que le patient doit consentir à l'utilisation de ces données. En tout cas, il doit être au courant qu'on utilise des données. Il doit être informé et qu'on utilise et de sa capacité, de sa possibilité de s'opposer à l'utilisation de ces données pour un projet de recherche précis, sous-tendu qu'il y ait une méthodologie d'analyse statistique qui repose ou non sur de l'IA d'ailleurs. Est-ce qu'il existe un droit de l'IA en santé? Est-ce que tout ça c'est un petit peu réglementé? Est-ce qu'il y a un cadre juridique, notamment pour son application justement dans une prise en charge? Alors il y a surtout un droit français et européen qui est lié aux données de santé. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisqu'il était abordé dans d'autres conférences aujourd'hui. En revanche, sur l'application des algorithmes d'IA, c'est un sujet qui est aujourd'hui traité par la CNIL sur plein de sujets, en particulier sur ceux dont on a abordé, les questions de responsabilité et aussi une question de réidentification possible via l'IA. Et donc là, il y a un certain nombre de précautions à prendre en termes de sécurité de la donnée et sécurité des systèmes d'information au travers des algorithmes d'IA. Alors justement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça nécessite des données massives, beaucoup de données. Encore faut-il qu'elles soient fiables et vérifiées.
L'an dernier, vous étiez venu juste ici pour parler des entrepôts de données de santé comme nouvel outil pour le soin, la recherche et l'enseignement. Est-ce que la France dispose d'entrepôts de données de santé riches, de bonne qualité et où est-ce qu'elle se place par rapport à ses voisins européens? Alors sur le sujet précis des données de santé, là aujourd'hui on a récupéré une position qui est très intéressante grâce à plusieurs éléments, une structuration nationale par l'Agence numérique en santé, le Health Data Hub, un appel à projet national des entrepôts de données de santé qui est extrêmement structurant, notamment pour les réseaux de CHU qui peuvent ainsi avancer de manière très homogène et sur une politique nationale qui est bien structurée. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une vraie dynamique, qui concerne de manière très concentrée les CHU, et donc il faut que là-dessus les CHU soient présents. Une dynamique qui concerne encore trop peu les hôpitaux périphériques à ces CHU, les hôpitaux généraux et les établissements hors CHU. Et il faut bien intégrer que, et puisqu'on parle d'IA, le développement de l'IA ne doit pas être réservé à la médecine universitaire, aux patients qui sont en CHU. Le parcours de soins d'un patient, il intéresse bien sûr parfois le CHU, mais les établissements de santé, publics, privés, hors CHU, et la médecine ambulatoire. Et donc les données qui doivent nous servir à entraîner nos algorithmes doivent aussi être originaires de ces points de source extrêmement importants. Je voudrais qu'on vienne maintenant à l'idée de l'investissement. Où est-ce que la France se situe par rapport aux géants chinois et américains? Alors sur le domaine de l'intelligence artificielle, elle se situe à un endroit où on ne la voit pas. Sur l'intelligence artificielle, la Chine met plusieurs dizaines de milliards sur les 5 années dans le programme d'intelligence artificielle. Les États-Unis 17 milliards et l'Europe 1,5 milliard. Voilà. Et donc dans l'Europe, il y a 25 pays dont la France. Voilà. Et la France, c'est combien? C'est un pourcentage de ces 1,5. J'ai pas le chiffre précis en tête puisque c'est finalement sur plusieurs secteurs que ce chiffre est réparti et la santé fait partie d'un de ces secteurs. Alors la santé est un domaine prioritaire et on voit, et il faut reconnaître que ce dynamisme-là, il est en pleine croissance avec de nombreux appels à projets, y compris dans l'imagerie médicale, l'IA et l'imagerie médicale, le développement des entrepôts de données de santé. Donc les choses bougent et la France n'est pas encore leader en Europe, mais en tout cas a une vraie dynamique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, en termes d'investissement, c'est stratégique de devoir investir sur ces sujets? Pourquoi c'est une question de stratégie et de souveraineté? Alors il y a plusieurs types de souveraineté sur laquelle l'IA est extrêmement importante. Il y a une souveraineté géopolitique sur laquelle je vais pas aujourd'hui passer. Il y a une souveraineté scientifique et une souveraineté numérique, si j'ose dire. Et puis il y a une souveraineté économique. Alors sur la souveraineté scientifique, eh bien tout simplement des algorithmes d'intelligence artificielle qui auront été développés sur une population qui est très différente de celle de la France, eh bien, ils ne seront pas forcément applicables sur un périmètre de patients qui est celui de la France, parce que le système de santé n'est pas le même, parce que les conditions environnementales ne sont pas les mêmes. Et donc la reproductibilité d'un algorithme, elle doit tenir compte des patients, des usagers sur lesquels cela fonctionne. Et donc si on prend un algorithme qui est développé à l'autre bout du monde, eh bien on s'expose au risque d'un biais qui est le biais de l'intelligence artificielle qui ne puisse pas être applicable. Un algorithme chinois ne sera pas forcément pertinent sur la population chinois ou française, indien ou autre, effectivement. Pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, ça veut dire qu'il n'a pas été expérimenté sur cette population et donc il ne peut pas être validé sur celle-ci. Ensuite, il y a cette souveraineté numérique. C'est celle pour développer un algorithme, il faut que les données soient utilisées. Et quid de la dispersion des données au travers du monde et de leur réutilisation à des fins qu'on n'aurait pas forcément souhaitées. C'est un vrai enjeu sur lequel il faut avoir une attention particulière. Et puis troisièmement, c'est ce que vous disiez, c'est cet enjeu de souveraineté numérique. Puisque si on fait l'économie du développement d'intelligence artificielle, à un moment on fera l'économie de la santé. Aujourd'hui, on trouve, y compris dans ce salon, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'acteurs qui vont nous proposer des algorithmes d'IA formidables, qui sont utilisables clé en main, sans qu'on fasse rien. Ce qui est bien entendu tout à fait erroné et il ne faut surtout pas s'attacher à ce discours-là. Et en revanche, ces algorithmes, ils nous sont vendus à nos établissements de santé plusieurs dizaines de milliers d'euros avec des abonnements annuels.
Si on multiplie un algorithme pour une lésion ou une application ou une maladie par le nombre de situations qui sont possiblement équipables d'algorithmes, eh bien ça devient insoutenable pour un établissement de santé. Ne serait-ce que si je prends la petite fenêtre de l'anatomie pathologique, on a un algorithme par une lésion, par un organe. Quand on multiplie par le nombre d'organes et le nombre de lésions, il faut qu'on fasse le choix entre des algorithmes ou des anatomopathologistes. Donc ça, c'est pas possible. Donc la parade, c'est que le développement de ces algorithmes, il soit pris en main par les établissements de santé, en s'adossant bien sûr aux universités, aux laboratoires de recherche académique, en s'adossant, il ne faut pas se priver aux partenaires privés, aux startups, mais sous un modèle économique qui permette la pérennité du système de santé publique français et qui ne nous expose pas à être pris à la gorge à cause de choix entre acheter un algorithme, acheter une solution numérique ou bien financer des personnels de santé qui seront toujours indispensables à notre médecine. J'entends bien cette idée qu'il ne faut pas laisser tout aux industriels et que les CHU ont ce discours effectivement d'être à la pointe de l'innovation, de la recherche, notamment à travers des partenariats avec des startups. Mais est-ce qu'on a vraiment les moyens, est-ce que les CHU ont les moyens d'être à la pointe en termes d'IA ? Est-ce qu'en termes de budget, notamment d'investissement, y compris humain, parce que recruter des experts, des data scientists, etc., est-ce que ça coûte cher et est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Alors oui, ça coûte cher. Les moyens, il y a un certain nombre de CHU qui les déploient, ces moyens pour le faire. Il faut que, bien entendu, il y ait un accompagnement de la puissance publique pour pouvoir développer cela. Il y a un certain nombre d'appels à projets sur lesquels les CHU répondent. En ce moment, par exemple, l'appel à projet tiers-lieu d'expérimentation, qui est un appel à projet sur lequel on peut se saisir d'un certain nombre de moyens pour pouvoir développer nos écosystèmes. Et je crois qu'il faut absolument être très réactif sur ce sujet. La compréhension des CHU, elle me semble aujourd'hui très bonne sur ces sujets. Il y a aussi un enjeu très important de la structuration en réseau des CHU. Alors au travers de groupements de coopération sanitaire ou autres, je pense particulièrement à celui dont on fait partie, le réseau Paysage ou le réseau Hugo ou le G4, qui ont un rôle très important, non seulement par la mobilisation de données massives en santé, mais surtout par l'animation scientifique et la fédération d'expertise qu'ils déploient. Vous parliez des institutions, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de l'Institut d'intelligence artificielle que vous présidez en Champagne-Ardenne ? Alors l'Institut d'intelligence artificielle en santé, il a cette spécificité qu'il est sous la tutelle à la fois du CHU de Reims et de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne pour fédérer en fait l'ensemble des ressources internes qui sont mises à disposition par le CHU pour les 2 tiers, par l'université pour 1 tiers, mais aussi des ressources qui sont dans l'écosystème territorial en lien avec le réseau Paysage ou les laboratoires de recherche. Ce qui fait aussi l'originalité de cet institut, c'est qu'il va être le terreau où les professionnels de la santé, les data scientists vont pouvoir discuter et trouver un langage commun pour faire émerger des projets, puisque bien souvent on rencontre une frontière. Le professionnel de santé a une idée, il dit tiens, ça ce serait chouette de développer ça en IA, mais moi c'est impossible de le faire. Le data scientist, lui, il se dit qu'il peut faire plein de trucs, mais il n'a pas de questions à résoudre. Si on fait se rencontrer les deux et si on crée une dynamique, un écosystème où la promotion de cette IA elle est possible, c'est tout l'enjeu de l'intelligence artificielle en santé. Alors pour nous tous, parfois l'intelligence artificielle c'est très abstrait. Est-ce que vous avez des exemples de projets que vous menez dans votre institut ? Je pensais à la néphrologie puisqu'il est votre spécialité, mais pas que. Je pense que vous développez aussi des projets dans un tout tas de domaines et de spécificités. Oui, absolument. On a aujourd'hui plus d'une vingtaine de projets qui sont actifs au sein de l'Institut. Alors je vais, pour un peu ne pas respecter votre question, je ne vais pas parler de néphrologie. Je vais vous parler d'autres projets parce que c'est important de voir la multiplicité des projets. Alors on a des projets sur l'anatomopathologie, l'identification de lésions, de cancer du foie sur des lames numériques. Là aussi, il y a un enjeu de numérisation des laboratoires de pathologie français pour pouvoir permettre le développement de ces algorithmes. Il y a des projets en pharmacie clinique, d'identification de cohortes de patients qui peuvent bénéficier de soins particuliers ou de prise en charge particulière par les pharmaciens ou d'une attention particulière. Et puis, allez, je termine quand même sur un projet de néphrologie, des outils qui permettent de détecter sur des biopsies de greffons de patients transplantés rénaux la survenue d'un rejet, avec une quantification automatisée par l'IA qui permet de faire gagner du temps aux pathologistes et qui permet aussi d'alimenter la recherche en ayant des systèmes reproductibles.
Très bien, merci. Alors évidemment, j'ai encore plein de questions, mais on va peut-être laisser, il reste 5 minutes, on va peut-être laisser la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que l'intelligence artificielle vous inspire? Bonjour, Grégory Picard, élève directeur d'hôpital. J'ai une question sur le contexte actuel de pénurie de soignants, de médecins. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une course à l'IA où des établissements qui n'auraient pas de tels dispositifs ou de tels algorithmes subiraient plus que les autres la pénurie de soignants mais malgré les limites que vous avez développées, en effet, l'algorithme ne remplacera pas la présence humaine, l'interaction humaine avec le patient, mais en même temps, il assiste aux soins. Donc, est-ce qu'on est dans une telle course et est-ce que les CHU, par rapport aux CH, ont déjà une longueur d'avance et comment remédier à cette longueur d'avance? Alors je crois surtout que les CHU ils ont une responsabilité dans le développement et la mise à disposition de ces solutions qui peuvent permettre, alors je ne vais pas utiliser le terme suppléer à cette pénurie, mais en tout cas qui peuvent en alléger un tout petit peu l'impact grâce à la mise en place d'outils de télésanté, de télémédecine qui peuvent être alimentés par de l'IA, par des solutions qui vont faire gagner du temps aux soignants, parce que quand on a peut-être moins de soignants, leur temps est encore plus précieux, et si on peut leur permettre d'accéder à des outils qui font gagner ce temps, ça leur permet d'être plus efficients. Donc là, effectivement, il y a un vrai enjeu qui est d'autant plus important que le déficit de la démographie médicale est présent. D'autres questions? Il nous reste quelques minutes, il nous reste je pense 2 minutes, donc si vous voulez... Est-ce que vous voulez aborder peut-être un thème qu'on n'a pas abordé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble important qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer ici? Peut-être souligner que ce qui est au cœur de nos développements, c'est la collaboration. C'est la collaboration entre professionnels de santé, entre laboratoires de recherche. Et dans l'IA, comme dans toute la recherche d'ailleurs, la collaboration, elle doit se faire entre établissements. Vous parliez des réseaux CHU, tout à l'heure. Entre universités, mais surtout entre CHU. Et donc là, il y a un vrai enjeu des réseaux. Pour faire un petit peu de teasing, là, à la fin de l'année 2023, va naître une fédération nationale scientifique des données en santé, dont l'objectif sera justement d'animer les professionnels qui font de la recherche sur la science des données de santé, pour justement dynamiser cet écosystème national, également permettre les collaborations internationales à l'échelle européenne et ailleurs. Et il faut vraiment qu'on puisse accélérer encore notre capacité de développement. Et j'insiste, j'enfonce le clou de ce message, et que les CHU soient à la manœuvre pour pouvoir exercer ce leadership. Et ça passe par la collaboration avec des CHU dans d'autres pays aussi? Alors ça passe par d'abord la collaboration entre les CHU et autres établissements, pas que les CHU de notre pays, et puis à l'échelle européenne aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement important. Très bien. Merci beaucoup, professeur Vublé. C'était passionnant. Merci à vous qui avez suivi cet entretien. Vous pourrez le retrouver prochainement sur la chaîne de Réseau CHU, sur la chaîne YouTube, qui héberge par ailleurs tous nos reportages et nos interviews. Donc si ça vous intéresse, allez les voir. En attendant, on vous donne rendez-vous dans quelques minutes avec une autre table ronde consacrée aux entrepôts de données de santé. On y revient cette année encore. Et elle sera animée par le directeur général du CHU de Toulouse, Jean-François Lefebvre. Merci beaucoup. Bon après-midi.